C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde et bienvenue à la Brigade, épisode numéro 13. Mon nom est Jean-Philippe Fogg, je suis en compagnie comme toujours de Jean-Philippe Portin ainsi que de Pascal Villeneuve. Au nom de toute l'équipe de la Brigade, on vous souhaite une très bonne année 2022. On espère et on croise nos doigts que la situation qu'on connaît soit derrière nous. Aujourd'hui, dans la mise à jour, on reçoit notre collaborateur John Dion qui nous fait, on pourrait dire ça, un petit medley, un petit retour sur 2021 en chanson et en sketch. Ça va être bien le fun, vous allez voir. Ensuite, notre sixième attaquant aujourd'hui, nul autre que l'ancien numéro 44 des sénateurs d'Ottawa. Ah oui, Jean-Gabriel Pageau est venu nous voir. On va jaser de son temps à Long Island, de l'échange qu'il a envoyé là-bas. Un super belle entrevue qu'on a eu avec lui, mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur, JP Fortin. Il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Yes, salut les boys, bonne année les boys. Bonne année. Bonne année les JP. Ouais, on va espérer que cette année 2022 se passe très bien. Donc, dans la warm-up ce matin, ça a été une déception pour tout le monde d'apprendre ça durant la temps des fêtes. Championnat junior annulé. On a comme senti un autre tape dans le visage quand les organisateurs du championnat ont annulé ce tournoi si prestigieux et si attendu dans le temps des fêtes. La Ligue nationale de hockey a annoncé que les joueurs n'iront pas aux Jeux olympiques à Sochi. Donc, j'ai très hâte de voir la composition des équipes qui participeront au tournoi olympique. Parmi ces équipes-là, peut-être qu'on va voir certains jeunes joueurs juniors qui ont participé au championnat junior qui vont peut-être représenter leur équipe aux Jeux olympiques. On parle entre autres de Jake Sanderson, puis même Mason McTavish qui a très bien fait avec le Team Canada. Présentement, c'est pas un secret pour personne. Les matchs au Canada, ça cause un très grand problème pour la Ligue nationale. Juste pour les sénateurs, on est en arrêt de travail, on peut dire ça de même. Puis pas juste pour les sénateurs, pour plusieurs équipes du Canada, c'est des parties annulées et repris à tous les semaines. Donc, on a très hâte de voir comment ça va se dérouler la suite des choses. Dernièrement, on a eu un match contre les Maple Leafs de Toronto. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un match? On a été varlopé plein fouet par les Maple Leafs. Puis dans ce match-là, on a eu le retour au jeu de Erik Brannstrom, Matt Murray et Clark Bishop. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un retour au jeu pour ces trois joueurs-là, sans éclat. On a eu aussi la nouvelle du contrat de Tyler Boucher là, qui jouait pour une université aux États-Unis. Donc, est-ce que son développement ne satisfaisait pas la direction des sénateurs? Donc, on a pris la décision de lui offrir un contrat pour qu'il vienne jouer au Canada. Donc, il se rapporterait au 67 d'Ottawa. Et dernière nouvelle, là, les sénateurs et Pierre Dorion auraient un œil pour un attaquant en KHL, Andrei Kuzmenko, un ailier de 25 ans, 5 pieds 11, 212 livres, qui a présentement 52 points en 42 parties dans la KHL. Selon les dires, il est très courtisé par plusieurs équipes de la Ligue nationale et présentement, ce serait les sénateurs qui auraient qui aurait l'avance. Est-ce que ça va être un Artem Zub numéro 2, peut-être? On ne sait pas. C'est un ailier, cette fois cependant, mais est-ce que ça va être une long shot comme Artem Zub? On a bien de voir, les boys. Je vais commencer par dire que je suis pas mal sûr que les Jeux olympiques ne sont pas à Sochi, mais bien à Pékin. Oui, excusez, c'est vrai. Merci. Hey les gars, vous avez pensé quoi du match de Matt Murray? Pourquoi on a fait jouer Matt Murray? Bonne question. Moi, je trouve qu'on y a donné de la corde pour qu'il puisse se pendre lui-même. Là, on a dit, ouais, t'es descendu, t'as pratiqué, t'as joué des games, montre-nous que t'es prêt, montre-nous que t'es capable. Puis, en sachant très bien que c'était presque impossible là, de relever ce défi-là. Un peu sournois de la part des sénateurs, comme si que c'était pour l'exposer, puis peut-être après ça, plus le mettre de côté. Mais j'ai pas trouvé que c'était une bonne gestion du banc, mettons. Mais il y avait rien à son avantage pour lui, là. Les chances étaient tellement contre lui.
Rien pas tout. L'équipe, ça faisait 2 semaines qu'il avait pas joué. Il avait pratiquement pas pratiqué non plus. Puis là, on arrive, on les met Polive, qui est une puissance de la Ligue nationale. Vas-y, Matt, t'arrives de la Ligue américaine, puis gars, débrouille-toi, puis ça arrivera qu'arrivera. Puis on a perdu 6-0. Tu sais, as-tu gaulé vraiment un mauvais match? On aurait aimé un arrêt ou 2 arrêts de plus dans les 2 buts pendant le piqué. Pendant notre power play, justement. Mais au bout du compte, là, le reste de l'équipe était flat, ouais. Ouais, anecdote, on a reçu un petit... c'est pas un secret pour personne. J'ai eu un petit garçon en novembre, puis on a reçu un petit pyjama des sénateurs un peu plus tôt cette année qui ne lui faisait pas. Et là, il a commencé à lui faire. Là, il est arrivé au bon format. Et puis, je me suis dit, après les fêtes, le sénateur n'a pas joué depuis 20 ans. Je vais donc y mettre son pyjama pour le match contre les Maple Leafs. Il va s'en souvenir longtemps de son premier match dans son petit pyjama. Heureusement, il s'en souviendra pas de vrai, ouais. Hey, les boys, là, la situation des matchs, comment que vous voyez ça? Là? C'est triste pour nous, les fans, de voir les matchs annulés un après l'autre. Ouais, je trouve ça un peu... pas hypocrite de la part de la Ligue nationale, mais quasiment, tu sais, ils laissent jouer des équipes qui, eux, OK, ils ont pas trop de cas, eux non plus, c'est correct, ils peuvent jouer. Là, il y a une équipe qui se met à avoir un paquet de cas, fait qu'on va les annuler quelques games, mais puis on va les reprendre plus tard, tu sais, fait que puis je pense que pour l'instant, ils disent il n'y a pas de problème, on est capable de reprendre encore. Mais je veux dire, éventuellement, toutes les équipes vont passer par là. Toutes les équipes vont se faire annuler un paquet de matchs. Là. Peut-être que présentement, ils sont encore capables de penser qu'ils vont pouvoir toutes les reprendre, mais je vois pas comment. Parce que tu sais, on est le 6 janvier, puis les Sénateurs ont joué 29 matchs, puis on est supposé en jouer 82 là. Fait qu'il en reste pas mal à jouer encore, là. Puis là, on est dans l'optique, on est comme dans la deuxième moitié de saison, là, habituellement, là, après les fêtes, là. Puis je pense qu'ils prévoient, s'il faut jouer jusqu'au mois de septembre, ils vont jouer jusqu'au mois de septembre, tu sais. On dirait qu'ils prévoient pas vraiment soit raccourcir la saison ou soit y aller avec un système va-tu falloir y aller avec un système de pointage, de pourcentage de victoire ou whatever, un peu comme ils ont fait, là, qui va probablement trouver, en tout cas, ils vont trouver une façon de faire rentrer les Canadiens, là, j'imagine, d'une façon ou d'une autre, dans les playoffs, là. Ils vont jouer avec les chiffres, là. Ils vont trouver comment. C'est bon. Mais les cas de COVID, c'est une chose, mais il y a les sénateurs ont annoncé qu'ils annulaient leur match, pas annulé, mais qu'ils repoussaient leur match à domicile parce qu'il n'y avait pas de spectateurs dans les estrades aussi. Il y a ça, là. Mais jusqu'à quel point est-ce que on veut essayer de faire un revenu sur les spectateurs est un assez bon argument pour quand est-ce que la saison est en danger ici, là? Je pense que le côté des spectateurs, c'est que c'est dans l'espoir ou dans l'optique qu'ils vont reprendre cette partie-là à domicile avec les spectateurs. Tu sais. C'est comme leur dernier recours de penser qu'ils vont peut-être réussir à aller chercher ces revenus-là. Puis si jamais ça n'arrive pas, ben là... Je vois pas un monde où on permet aux arénas d'être pleines bientôt, là. Non, effectivement. Ben, à moins que Melnick a jugé qu'un certain nombre de spectateurs, ils jouent ça convenable, que, OK, là, on peut présenter des matchs, mais... Mais rendu là, 1000 spectateurs ou pas de spectateurs, là. Ouais, non, là, à 1000, mais je parle... Ouais, 1000, c'est trop peu, mais je parle de 5000 en montant, là. Est-ce que, là, on peut se dire, OK, là, ça me convient, on peut présenter le match? C'est sûr qu'à 1000, ça n'a pas de bon sens, là. Ben oui, 5000, mais il faut que chacun boive 12 bières. Ouais, c'est ça. Boy. On fait venir une délégation du 5D, puis on va être correct. Ouais. Je suis dans l'eau. Laisse ton rien fort là-dedans aussi. Restez autour dans un instant, on reçoit notre collaborateur, l'humoriste John Dion. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Alors, pour le deuxième segment de l'épisode, on est avec notre collaborateur John Dion, humoriste franco-ontarien originaire de Clarence Creek. John, ça va? Oh, ça va bien, vous autres? John, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, chronique un peu spéciale de mon côté parce que, on a eu tellement de breaks, tellement un peu aussi de frustration au courant de toute l'année avec les blessures, les protocoles, toutes ces affaires-là. Fait que j'ai décidé, pourquoi de pas un peu rire de la situation, justement, puis créer quelque chose par rapport à ça. Donc, j'ai décidé de faire une couple de petites tunes sur les scènes, c'est de Noël, en fait, ces chansons-là, du temps des fêtes, et accompagnées de 2 petits sketchs.
également qui porte sur les sénateurs, un peu à la François Pérusse, parce que évidemment, c'est un sujet qui m'inspire tout le temps. Fait que ça va être ça un petit peu ma chronique d'aujourd'hui, un petit peu champ gauche, là. Cool. En tant que gros fan de François Pérusse, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Oh, Pelay, j'aurais peut-être pas dû dire ça, la barre est haute, mais je me compare pas. C'est juste à la manière. À inspiration, c'est bien correct. C'est ça. Mais bref, avant de commencer, par exemple, je suis surpris, tout le monde est là. Pour vrai, il manque pas personne. Je me suis dit, puisque vous êtes le podcast numéro 1 des Sens, il va sûrement avoir un gros joueur qui est en protocole ou quelque chose, genre un des GP qui est pas là. Mais non, wow, tout le monde est là. Full line-up. Full line. Pas de blessure, pas de... je dirais juste un rhume, mais day to day. Fait que ça a été une game time decision. C'est bon, moi, on n'est pas sur la liste de blessures à long terme. Mais avant de commencer les vidéos, je voulais juste dire que je pense qu'on se partage un petit peu ce sentiment-là, que c'était un peu rough. Hein? Ça a été un peu rough. L'équipe, en plus, dernièrement, commençait à nous montrer réellement ce qu'elle était capable de faire. On voyait notre power play qui marchait. Les 2 premières lignes étaient là. Puis là, boum! D'autres pauses, d'autres COVID, ça va pas bien. On se fait péter contre Toronto, personne n'est de bonne humeur. Mais on y était presque. Pour vrai, on y était presque. Et pour vrai, là, c'est comme si je connais plus personne. On dirait de toutes les équipes de la Ligue nationale. J'ai jamais autant googlé de joueurs de toute ma vie. Tu sais, pour vrai, je me suis acheté le dernier jeu de NHL justement pour me renseigner sur les nouveaux joueurs. Puis je joue même pas, je vais juste checker les équipes. C'est une bonne ressource pour savoir c'est qui les joueurs. Puis là, en plus, tu sais, quand tu as fait ton deuil sur la saison, c'est quoi la première chose qu'on se dit? Pas grave, on va regarder le championnat junior mondial, on va aller scouter les jeunes de 17 ans qui vont peut-être pouvoir se faire repêcher par les sénateurs. Ça donne de l'espoir. Puis bang! Plus de tournoi. Encore une fois, déception. Tu sais, on a presque eu la chance de voir Shane Wright. Mais non, puis on a presque, puis on l'a vu un petit échantillonnage de 2 matchs. Bref, c'était pas assez pour personne. Puis là, on n'a pas pu voir nos espoirs à nous en action, comme Jarventi, Sanderson, Tyler Boucher. Dommage, on n'a pas pu les voir à ce tournoi-là. Mais bon, au moins, les 67 d'Ottawa doivent capoter. Hein? Tyler Boucher qui s'en vient. Bonne nouvelle, un gars qui a scoré 2 buts dans NCAA, ça t'en score au moins 4 dans OHL. Au moins 4 parce qu'il y a 2 fois plus de matchs. Fait que, ben hâte de le voir en action. Moi, il est proche de la maison. Fait qu'on va pouvoir le voir en vrai. Fait que de tout ça, ben ça m'a quand même inspiré. Fait que on va commencer avec les petites tunes et les petits sketchs. Alors, on commence avec la tune numéro 1. Tune numéro 1 qui est un petit jazz du temps des fêtes. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Oh oui, au nom des sénateurs d'Ottawa et de toutes leurs blessures et protocoles, on vous souhaite une bonne, correcte, moyenne, pas pire année. La seule chose qu'on a scorée, c'est la COVID. Ça a pris 1 semaine et demie avant que l'équipe se vide. Ça sera pour une année prochaine. En attendant la venue de Jake Sanderson et Tim Stützle, j'espère qu'il demande des buts pour Noël. À cause de lui, j'ai cassé presque toute ma vaisselle. Il y a une coupe de buts, une coupe de passes tombée 50 fois à plat ventre. Mais bon, c'est quand même toujours mieux que Cole Caulfield. Tape dans ta palette d'une autre façon. Tu peux t'en acheter, tu fais quasiment 1 million. Mais je t'aime pareil, je pense pas que tu es faible. Mais ne sois pas le prochain Alexandre Daigle. Mais je t'aime pareil, je pense pas que tu es faible. Mais ne sois pas le prochain Alexandre Daigle. Wow! Bravo, John! Alexandre Daigle, wow! Première tune, jazz du temps des fêtes qui m'avait bien inspiré. Un petit peu tourné vers Tim Stützle. Je sais pas si jamais il l'entend, ça va peut-être le motiver. Quoique, ça met dans le mood. J'aime quand même la manière qu'il joue. Il joue bien. Il joue quand même très bien, mais il manque un peu de finish, comme on dit. Mais bon, ça va venir, je m'imagine. C'est normal, c'est pas un Finlandais, c'est un Allemand. Ben, c'est ça, exactement ce que j'allais dire. Oh, excuse-moi. Ça va mouiller. Ça va mouiller des jeux de mots.
toute la soirée. Fait que parlant de jeu de mots, ben, on s'en va vers le premier sketch. Premier sketch qui est en fait un avant-match de DJ Smith dans la chambre avec les boys. Fait qu'on va voir de quoi ça a l'air. Ouais, fait que conseil numéro 1, si tu veux être un grand joueur dans la LNH, quand tu prends un Uber, ferme ta gueule. Bon, OK, les gars, écoutez-moi bien. Ben, en tout cas, je suis le coach, tu sais, d'habitude, quand le coach parle, on l'écoute, hein. Fait que... excusez, c'est les allergies. Je suis allergique aux équipes qui parlent des games. Fait que là, les gars, là, ça fait 6 de suite qu'on perd. Les fans commencent à être tannés. Mais pour vous aider, j'ai apporté ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, c'est quoi ça? Hein? Ben, une puck, coach? Ben oui, c'est ça. Je voulais juste faire sûr qu'on se souvienne de quoi ça a l'air, une rondelle. Au pire, moi, vous achetez des cartes cadeaux à W, juste voir que ça a l'air une vraie rondelle, hein. Puis à ce temps, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire à quoi ça sert, hein? Eh bien, ça sert à scorer des buts, coach. Ben oui, merci, Studiel. Merci, le petit allemand. Je pensais t'avais oublié comment faire. Ouch, le... Bon, avec on commence. Y a-t-il des questions? Ouais, moi j'en ai une, coach. Ah, t'es qui, toi? Ben, je suis un des joueurs de la Ligue américaine qui a été rappelé pour jouer le match de ce soir-là. Ah ouais, tu veux dire un des 16? Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Ben, vu qu'il manquait pas mal de monde à soir, je me suis demandé si je pouvais pas être le capitaine. Hein? Ben non, impossible. Déjà que je voulais que ce soit Chabot qui l'aille, hein, Chabi? Non, il est où, Chabi? Il a pogné la COVID, coach. Hein? Ah ben non, c'est pas vrai, là. Qui c'est qui va me jouer 62 minutes à soir, hein? Godette? Pas sûr, moi. Il y a juste 60 minutes dans un match, coach. Ben oui, mais si on s'en va en overtime, hein? Bon, fais-moi le fin finaux, là. Merci, champion. Y a-tu d'autres questions avant qu'on commence, là? Quoi? Hé, j'entends rien, là. Enlève donc ton masque, là. Je comprends pas. Bon, enlève le deuxième masque aussi. Voyons, prudent, ce joueur-là. Oui, alors, comme je disais, je ne suis pas exactement familier avec le concept qui me semble un petit peu abstrait du offside. Ben voyons, qui c'est qui a invité le français dans la chambre, là? Ouais, ben en fait, je suis le propriétaire de la pâtisserie du coin et bon, j'ai été appelé pour jouer avec vous ce soir, les mecs. Et ben quoi, ça me semblait chouette. Quel truc de ouf. OK, là, c'est bon, Stéphane D'Acosta 2.0. Là. Va donc faire cuire des muffins. Oh, les muffins sont prêts, coach. Bon, OK. Bon, ben, j'espère que vous allez être aussi prêts que les pâtisseries qui sortent du four en ce moment. Avant d'embarquer sa glace, les gars, comme à tous les matchs, cri de ralliement. 1, 2, 3. Ça va bien aller! L'année prochaine. OK, let's go, les gars! All right. Sketch. Good job. Ouais. Il y a toujours l'année prochaine. Écoute, Il y a toujours l'année prochaine, mais là-dessus, j'ai particulièrement eu du fun à imiter Stodzol. Ouais, c'est bon. En ce moment. Puis on dit souvent avec les scènes l'année prochaine, hein, on dirait que ça devient dans notre jargon. Puis l'année prochaine. Ouais. L'année prochaine, on va être bon. L'année prochaine, on va être bon. Je pense que c'est eux autres qui ont inventé ça va bien aller. Genre, le gouvernement c'est se fie au slogan des Sens pour la COVID. Genre. C'est un peu ça qui se passe. Fait que là, il met deux petites tonnes en rafale maintenant pour le temps des fêtes. Une inspirée de la bottine souriante. L'autre inspirée des anges dans nos campagnes. Ça donne ce que ça donne. Je m'en vais au Canadienne. Tire Center pour gagner, mais la saison est longue. M'en vais au Canadienne. Tire Center pour gagner, mais la saison est longue. Mais les portes sont barrées et le guichet fermé, puis la saison est longue. Par en haut, par en bas, check les stats, statistiques, puis Eugène Melnick ne riait pas. Son sénateur tout usé. Son sénateur tout usé dernièrement. Son sénateur tout usé. Son sénateur tout usé dernièrement. Yes! Ah non, mais sérieux, faut envoyer ça, ces chansons-là, à Sense DJ pour qu'ils les mettent pendant les matchs. Oui, c'est clair. Solide. Hey, Après Cotton Eye Joe, ça va être la bottine, c'est sûr. Hey, Hey, j'aurais dû faire un Cut Night Joe. Thumbs up, là, c'était pas facile à chanter, celle-là. Zigazon Zinzon, pas évidente à chanter. Là. Elle était un petit peu vite. Ça prenait juste quelque chose pour remplacer Zigazon, Zinzon, mais la saison est longue. Ça marche. Ouais, ça marche. Très fort. Ça marche. Ça va être l'hymne national à Eugene Melnick, officiellement. J'ai particulièrement aimé la foule de répondants très peu motivés en arrière et nonchalantes. Bon, c'est représentatif de l'ambiance qu'il y a dans la foule en ce moment. Tu sais, faut pas aller trop disjoncter. Tu sais, on va être fidèle à nos émotions. Fait que parlant d'émotions, prochaine tune parle de quelque chose qui nous a tous affectés en début de saison, puis je pense qu'on est encore triste par rapport à ça. Fait que ça s'appelle Shane Pinto.
les poules. Quand je l'ai vu, je ne riais pas. J'avais les yeux pleins d'eau. Oh, chez Pinto, c'est disloqué l'épaule. Opération à part de ça. J'aurais pas dû le prendre dans mon cri de poule cette année. Ah, triste pour Shane, mais triste pour nos poules, hein? Eh Triste oui. pour nos pauvres. Triste pour le line-up des Sens aussi. Là, je pense que le plus triste dans tout ça, c'est probablement Stutzle, qui a perdu son centre, qui a pris sa place, en fait. Ben, qui s'est ramassé avec Nick Paul. Ouais. Moi qui pensais que Nick Paul allait y feeder 45-6, j'étais sûr, moi. Ça va être pour une prochaine année, peut-être. L'année prochaine. L'année prochaine. Ça sera pour l'année prochaine. Et là, parlant des années qui défilent, prochain sketch dans lequel on voit conférence de presse avec Dorion et Eugène Melnick qui répondent à des questions qui ont rapport à la saison de cette année et des années passées. Donc, on voit qu'est-ce que ça a l'air. Oui, alors la conférence de presse va officiellement commencer. Voyelle. Merci beaucoup. Alors, on a avec nous aujourd'hui M. Pierre Dorion et M. Eugène Melnick en personne. Donc, on est prêt à recevoir vos questions. Oui, j'aurais une première question pour M. Dorion. Que pensez-vous du cheminement de l'équipe cette année? Oui, alors, les Sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe de hockey, ce qui est un sport d'équipe sur glace. Il faut pas oublier aussi que c'est un sport qui existe, là. OK, mais par rapport à la question. Alors, dans votre question, il y avait aussi le mot cheminement, dans lequel se cache le petit mot chemine, ce qui me fait penser au mot cheminée, qui me rappelle, moi, mon arrière-grand-père, qui lui était ramoneur de cheminée. Avez-vous déjà fait de la politique, vous? Non, pourquoi? OK, c'est parce qu'on dirait Justin Trudeau qui essaye d'éviter une question. En autre mot, vous tournez alentour de la POC, comme on dit. Moi, j'aurais une autre question ici, Chantal Scarabée de ARTS. Donc, en rétrospective sur vos signatures des 2 derniers étés, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous avez accompli? Oui, alors très satisfait quand même de tout le travail accompli depuis les 2 dernières années. Vous devriez voir ma cour, c'est tout refait. Et puis, je me suis fait un nouveau deck sur lequel j'aime passer beaucoup de temps. Oui, ok, c'est bien beau, mais je parle au niveau de votre équipe de hockey, là, la vôtre. Oh oui, je savais. C'est important, je pense, de s'équiper avec quelque chose de bon pour avoir une bonne équipe. Et puis, je pense que c'est très important aussi de souligner que c'est très important de faire quelque chose de bon avec les vétérans. Ben oui, comme avec Matt Murray ou Del Zotto. Oh non, je parle ici que c'est très important de signifier la journée du 11 novembre et la journée des vétérans. Pour les signatures, je pense qu'on a quelque chose de mieux à faire l'été prochain. Oui, alors moi j'aurais une question pour M. Melnick. Monsieur Melnick, je me demandais, au sein de votre équipe des sénateurs, est-ce que vous avez un joueur préféré en particulier? Oh yes, I really like Jake Barbados. Il m'a fait sentir comme si j'étais dans la maison. Oui, en fait, c'est Jake Patterson, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça veut dire que vous regardez quand même pas mal de matchs en direct de là-bas. Oh yes, j'ai regardé quand même pas mal de matchs il y a un petit bout, et puis j'étais très proud de la performance de mes joueurs, especially le little numéro 65 à défense. Il était quand même pretty good avec la puck. Mais vous êtes au courant que Eric Carlson joue plus pour les Sénateurs d'Ottawa, hein? Well, évidemment, c'était une farce, là. Je sais qu'il est retraité maintenant. OK, donc moi, j'ai une dernière question pour M. Melnick. Donc, je me demandais, que pensez-vous au sujet du nombre de fans qui est en baisse dans l'aréna depuis les dernières années? Well, je prends ça quand même un peu triste. Et puis, je me voulais juste que les fans soient dédicacés à notre équipe, all in, hein? Heart and kidneys, Je voudrais un bassin de fans qui pourraient même donner leurs organs. Mais ça n'a pas déjà été fait, ça? Vous donner un rein? Oh, non. J'explique ici d'avoir un nouvel organ comme l'instrument pour l'arena. Une orgue, comme vous le dites, vous autres, les francophones. Celle à l'arena, elle est brisée. Ça coûte quand même pas mal cher, donc... OK, voilà, mais avoir un rein d'extra, ça pourrait... Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue d'aujourd'hui. On vous dit merci, M. Melnick, merci, M. Dorion, et on se voit à la prochaine conférence de presse. John, il te manquait juste un Mark Borvetsky malaisant pour animer le tout. Je pense que j'ai trop de respect pour Mark pour le mêler à ça. Mark, je l'aime trop, je pense. Effectivement.
Ou t'as juste un peu trop peur? C'est ça, je sais pas où il habite, mais il va peut-être venir me casser en 2 coups de poing. Lui, il va savoir où t'habites. Ouais, absolument, absolument. Mais bon, j'y ai pensé, par exemple, j'y ai pensé. Moi, je travaille mon accent de Borbietsky pour une prochaine chronique. Peut-être, on sait C'est jamais. facile, tu fais juste enlever les 2 dents d'en avant. C'est puis- ça. Moins facile pour moi. Lui, il fait ça de même, comme si c'était un magicien dentaire, genre, mais moi, ça pas aussi facile que ça. Puis, bon, on a parlé un peu de Drake Batterson dans le dernier sketch. Fait que ma dernière tune porte un peu autour de ce joueur-là. Joueur qui, selon moi, était pas mal joueur d'espoir côté pointage et tout ça. Il fait des points quasiment à tous les soirs. Très, très, très impressionnant. Fait que je lui ai dédié pas mal cette tune-là. Drake Batterson. Let's go. On est allé au CTC pour voir les Sens peut-être gagner. Bon, ils ont perdu, c'est une habitude, mais y en a un qui continue. Drake Batterson, il score des buts, ça a pas de bon sens, donne moins en plus. En plus, c'est gros bonhomme, il va dans le coin, pis c'est pas pour faire un petit somme. Son contrat, c'est une bargain pour toute la vie. Les jeunes les tous comptés chanceux en est. Drake Batterson, Drake Batterson, Drake Batterson, Drake Batterson, Drake Daverton, Drake Edmonton, Drake Liberton, Drake DeMartin. Oh, wow. Hey, c'est tout un exercice de diction. Dire Drake Batterson comme 8 fois d'affilée, pour de vrai, là, c'est même pas une erreur à la fin. Ben, pour vrai, oui, c'est une erreur. Je n'étais pas capable de le dire aussi souvent que ça. On va l'avoir dans la tête pendant une semaine, c'est sûr. C'était John, meilleur, sérieux? Ouais, t'es fort. Good job, sérieux. Ça m'a fait Ah, il y a plaisir. du travail en arrière de ça, hein? Oui, quand même, quasiment 20 heures, je dirais. Je suis pas sûr, mais c'est à cause de ça, je voulais que le son soit quand même pas pire. Puis là, c'est quand même pas exactement mon domaine. Fait que je l'ai enregistré toute une première fois, tout exporté pour me rendre compte que c'était vraiment pas assez fort. Puis il manquait une coupe d'affaires. Fait que là, je l'ai comme refait aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais partager aussi à la dernière minute que ça. Mais bon, je voulais m'assurer que ça soit quand même écoutable. Mais j'ai eu bien du fun. Puis les scènes, c'est quelque chose que j'aime bien. Fait que pourquoi pas en profiter pour faire ça. À 150 pièces de l'heure, on demande aux auditeurs de donner généreusement pour payer John. Et on accepte les cartes cadeaux Subway en particulier. Aussi. Ouais. Hey, John, un gros merci pour tout ce que tu as fait. C'était vraiment, vraiment cool. Ouais, tu nous remets dans le mood pour 2022 que 2021 s'est terminé un peu plate, là. Ça repart du bon pied. Hey, écoute, un humoriste à la maison, ça a le temps de faire ça. Ça a le temps de dépenser 20 heures dans un sujet comme ça, puis ça lui fait plaisir. Dans un instant, on reçoit votre numéro 44, Jean-Gabriel Pajot. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Alors, notre prochain invité en 2013 est devenu pratiquement, on va le dire, une légende dans la capitale fédérale après avoir marqué ses 3 buts contre Carey Price en série contre les Canadiens de Montréal. Il aurait été un des grands leaders des Sénateurs, autant sur la glace que dans la communauté, et on va se dire, joueur le plus apprécié des partisans. En 2020, il a été échangé à Islanders de New York, mais pour nous autres, il va toujours rester le numéro 44 des Sénateurs d'Ottawa. Jean-Gabriel Pajot est avec nous. Jean-Gabriel, bienvenue à la brigade. Merci de me recevoir. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça se passe à New York? Ça va bien. Écoute, on n'a pas le début de saison qu'on souhaiterait. Présentement, on vient de se faire arrêter pour 4 jours là, à cause du protocole de COVID. Beaucoup de joueurs l'ont attrapé, des trainers. Fait que je pense que c'est juste pour la sécurité des joueurs, la sécurité des familles. J'ai une femme, ma femme est enceinte ici à la maison. Donc, il y a plusieurs différentes situations pour garder tout le monde safe. Je pense que c'était la bonne décision en souhaitant que cette petite pause-là va nous remettre le vent dans les voiles côté hockey. Mais autre que ça, à la maison, ça se passe bien. On a eu de la visite de mes parents, de ma femme, ma conjointe, elle a eu des amis, puis de sa famille aussi qui sont venus. Donc, c'est toujours plaisant de voir du monde de chez nous. Puis, excuse-moi de faire une parenthèse. À ce moment-là, tu sais, là, vous êtes en COVID. Est-ce que vous êtes confiné à la maison puis vous n'avez pas le droit de sortir? Comment ça se passe? Pour ceux qui ont attrapé le COVID, oui. Moi, j'ai été un des chanceux qui ne l'a pas attrapé. Nous autres, on en a profité pour aller prendre nos shot boosters. Sinon, oui, on essaie de rester
le plus possible à la maison, puisqu'on ne sait pas si techniquement, on était en contact avec certains joueurs qui l'ont attrapé. La seule chose qu'on faisait vraiment, c'est aller tester le matin à l'aréna, aller prendre des marches, prendre de l'air, parce que rester dans un condo à journée longue, c'est assez long, là. Tu as parlé de la région, on va y revenir un peu. Tu as eu la chance de passer par l'Intrépide. Après ça, tu as joué pour les Olympiques de Gatineau. Tu as été capitaine des Olympiques. Après ça, tu as été repêché par les Sénateurs d'Ottawa. C'est quand même pas rien de pouvoir rester dans ton patelin aussi longtemps. Comment tu as vécu ça? Non, c'est assez spécial. Quand tu es jeune, tu commences à rêver un jour de gagner la Coupe Stanley, de jouer dans la Ligue nationale. De te faire repêcher, c'est ton rêve. Il n'y a pas vraiment de chemin parfait. Mon équipe préférée, c'est les Red Wings de Détroit. Ah, t'es sérieux? Ah, ouais. Dans ma tête, c'était les Sergei Fedorov, Pavel Datsyuk. C'est sûr qu'après ça, il y a eu des modèles pour moi qui m'ont beaucoup aidé au chemin de ma carrière. Les Daniel Brière qui m'ont donné une motivation à continuer à pousser dans mon rêve. Mais il n'y a pas un chemin parfait que c'est jouer avec l'Intrépide, Midget 3, de jouer avec les Olympiques. Ça, c'était vraiment l'idéal, je pense, qui m'est arrivé. Ça m'a permis de rester chez nous. J'étais bien entouré. J'avais des bons parents qui me supportaient, des bons amis qui me supportaient, qui comprenaient justement, quand tu es dans l'âge de l'Intrépide, dans l'âge junior, il y a tout le temps les deux sortes d'influences où tu peux aller. Puis mes amis me poussaient à faire les bons sacrifices, justement, pour que j'aie du succès dans ce que j'aimais jouer au hockey. Fait que je pense que de vraiment rester local m'a aidé à vraiment performer. Fait que je me compte vraiment chanceux d'avoir resté dans la région pour mon hockey mineur, midget, junior, puis ensuite à Ottawa, j'ai eu un petit parcours évidemment à Binghamton, mais principalement de rester à la maison, c'était assez spécial. Là. Ça n'arrive pas à beaucoup de joueurs. Faut pas oublier que je veux que tu parles quand même aussi des Saguenay de Chicoutimi, vu que je viens d'Alma. Ouais, ça que tu oublies pas ce passage-là non plus. c'est un passage que j'oublierai pas avec mes babouches, mes chouclacs, les bons bleuets. Là, c'est une partie de ma carrière que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment court. Dans le fond, c'était une période de 3-4 mois. La fin de la saison, les playoffs. Ensuite de ça, j'ai fait le saut dans la Ligue américaine. Mais c'était une place qui m'a accueilli les bras grands ouverts. Tout le monde est tellement chaleureux là-bas. C'est vraiment une belle place pour jouer junior. Ma famille, ma pension, tout le monde voulait venir à cette pension-là. J'ai vraiment tombé dans les bras qui m'ont pris comme un autre enfant. Fait que c'est vraiment une belle place à jouer aussi. Toi, Jean-Gab, t'as-tu visité le nouveau Bob à Gatineau? Ouais, le Slush Poppy. Ouais, c'est ça, Maudite Belle Arena. Ouais, j'ai eu la chance d'aller faire un tour cet été, durant le camp d'entraînement des Olympiques. J'ai vraiment juste allé faire je pense que c'était la journée officielle que ça l'ouvrait. J'ai fait un petit tour. C'est une aréna de la Ligue nationale pour une équipe junior. Wow. Ils ont vraiment mis le paquet. Puis les joueurs, la région mérite ça. Malgré toute l'histoire que le vieux Bob a eu, tous les beaux souvenirs que j'ai du vieux Bob, je pense que ça amène juste vraiment des belles choses pour l'équipe. Là. Puis quand tu t'es fait repêcher par les Sénateurs, c'était quoi ta réaction? J'étais surpris, évidemment. Okay. Avant le repêchage, quand j'étais allé c'était au Minnesota, ils sortent tout le temps une liste de repêchage. Ils sortent 2 listes de scouts de repêchage pour les joueurs qui pensent être repêchés de 1 à 200. J'étais pas sur la première liste, pas sur la deuxième liste. Fait que là, je me dis, ça me donne quoi d'aller au repêchage? Mon agent m'appelle et me dit, on va y aller quand même. Il y a des équipes qui sont intéressées, mais ils t'ont pas mis sur la liste du Central Scout. Fait que j'ai décidé d'y aller avec mes parents, ma soeur, mon oncle, puis mon agent. Puis durant la première journée, c'est la journée de la première ronde. Donc, je savais que je m'en allais là pas mal plus pour vivre l'expérience. J'ai pas été repêché, ce qui était quand même une super de belle expérience de voir l'enthousiasme, l'énergie qu'il y a dans l'aréna. De vivre un repêchage, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est quelque chose que tu as travaillé pour tout ton hockey mineur. Tu as fait tellement de sacrifices depuis que tu es jeune pour te rendre là, que tes parents, ta famille t'ont permis de se rendre là. Fait que c'est un moment qui est quand même spécial à vivre en famille. Puis la deuxième journée que je me suis fait repêcher, on était rendu en 4e ronde.
mon agent vient s'asseoir à côté de moi. Je me dis, il était pas assis à côté de moi tout le repêchage, il doit savoir quelque chose. Puis là, je vois les Sénateurs, les Canadiens ensuite. Il y a quelque chose où est-ce qui que se je passe. m'en... Ouais, ouais. C'est comme tu voulais aller? C'est comme un feeling. Réponds pas. C'est comme un feeling qui est dur à expliquer. On dirait que je sentais que ça s'en venait. Puis, je voyais des joueurs qui sortaient. Je disais, j'ai joué contre. Je peux me comparer un peu à ce joueur-là. Je voyais plus de joueurs qui me ressemblaient qui commençaient à sortir. Je dis, peut-être que ça s'en vient. Puis là, mon agent est venu s'asseoir à côté. Puis là, boum, les Sénateurs m'ont repêché. Puis là, c'est dur à expliquer le nombre d'émotions qui te passent dans la tête. T'es tout de suite appelé à descendre les marches dans les estrades, d'aller rencontrer l'organisation, les dirigeants, les scouts, puis de voir, dans le fond, la confiance. Dans le fond, ils viennent de prendre leur confiance puis de la mettre en toi. C'est un feeling qui est assez spécial en tant que joueur. Là, ça fait 2 ans que le repêchage se fait virtuellement. Trouves-tu que c'est dommage pour ces joueurs-là? Oui, mais ça doit être une expérience qui est assez différente. Évidemment, il n'y a pas l'atmosphère, le stress. D'un autre côté, tu le vis en famille, tu le vis de la même manière que moi je l'ai vécu, mais d'une manière différente. Tu peux peut-être même avoir plus de famille. Tu restes à la maison. C'est sûr que ça doit être dur quand même pour certains joueurs plus différents de vivre ça dans un salon que dans un aréna. Là. C'est autres, on les voit à la télé, ils sont tous en soute assis sur leur sofa, genre. Là. Ouais. Mais là, tu es repêché par les Sénateurs, tu te présentes au camp d'entraînement, puis tu as quand même des piliers de l'organisation, des Daniel Alfredson, des Chris Phillips, des Chris Neal qui sont là. As-tu des choses à nous dire sur eux? C'était quoi tes impressions? Oui, c'est toujours un peu impressionnant quand tu arrives. Tu arrives, juste l'aréna, les joueurs, des joueurs que tu es habitué de voir à la télévision qui sont là puis qui sont tellement gentils avec toi. J'ai été chanceux d'avoir des vraiment bons vétérans quand je suis arrivé. Les Chris Phillips, les Chris Neal, Daniel Alfredson, Jason Spezza, les Carlson. On avait vraiment un bon groupe de vétérans qui accueillaient les jeunes tellement bien que ça te faisait sentir comme OK, ils sont gentils. C'est pas parce qu'ils jouent dans la Ligue nationale, ça fait 15 ans, qu'ils me parlera pas ou qu'ils m'aidera pas sur la patinoire. Puis je vais toujours me rappeler dans mes premières pratiques. Durant le camp d'entraînement, Daniel Alfredson m'avait pris après une pratique avec une rondelle, puis il a commencé à me déjouer. Je dis, il veut jouer avec moi. Qu'est-ce qu'il veut, là? Ça fait 3 fois que tu me déjoues, là. Fait que, dans le fond, le jeu, c'est de se voler la rondelle 1 contre 1. Mais là, ça venait de plus en plus intense. Mais c'était des petites attentions comme ça, des fois, qui montrent que les joueurs sont humains, puis que dans le fond, tu t'en vas à un camp d'entraînement pour faire leur équipe. C'est certain qu'eux autres, ils te laissent pas faire. Durant le camp d'entraînement, c'est dur, tu travailles fort. Il y a toujours eu des règles non écrites. Tu vas pas frapper des vétérans. Il y a toujours des petites règles comme ça, des fois que le monde ne savent pas. Mais c'est l'expérience au total, c'est exceptionnel. Ça, tu savais-tu avant de rentrer au camp que, mettons, tu n'as pas le droit de frapper des vétérans ou c'est quelque chose qui t'a été appris? C'est dur à dire. C'est pas quelque chose qui m'a été appris. Je l'ai vu sur la patinoire durant des pratiques, certains joueurs qui ont frappé des vétérans puis qui se l'ont fait dire assez rapidement. Fait que je me suis dit, étant donné mon physique, je me suis dit non, je pense pas que je vais aller frapper un Erik Karlsson ou les vétérans de l'équipe. Fait que c'est vraiment, je pense, juste le feeling. Tu le sais que c'est quelque chose qu'il faut pas que tu fasses. En autre mot, ils m'ont tellement bien accueilli que ça me donne quoi dans mon dos d'aller me retourner puis les frapper. On parlait que tu as côtoyé des grands de l'organisation des Sens. Qu'est-ce qui, mettons, tu as côtoyé Daniel Alfredson, maintenant tu côtoies Zdeno Chara. Qu'est-ce qui ressort de plus, contrairement aux autres joueurs, par rapport à ces 2 gars-là? Mettons dans un vestiaire ou ça glace ou l'identité qu'ils portent. Ouais, c'est pas les deux, c'est pas des personnes qui parlent beaucoup, mais quand ils parlent, tu l'écoutes. Tu les écoutes. Tu veux vraiment les écouter parce que tu sais que c'est quelque chose qui va venir de leur cœur, qui va faire du sens, que ce soit durant un match. Peu importe quand ils parlent, tu vois que c'est réfléchi avant. On a la chance maintenant avec les Highlanders d'avoir Andy Green, on a Anders Lee, on a Zach Parise, Zdeno Chara, ça a tout été des capitaines. Puis tu vois que justement, ils réfléchissent avant de parler, puis ça amène vraiment un bon cours. Je pense que c'est ça que j'ai remarqué des 5 joueurs
de ces 5 joueurs-là, d'avoir joué avec puis de les avoir côtoyés. Là. Puis tu parlais de Daniel Alfredson aussi, là. On va arrêter d'en parler bientôt, là, mais y a-t-il quelqu'un qui t'a vraiment pris sous son aile plutôt quand t'es arrivé? Mais toi, en même temps, t'habitais dans la région, fait que c'est peut-être différent, là. T'as pas habité chez quelqu'un, j'imagine, mais y a-t-il quelqu'un qui t'a vraiment été ton mentor? C'est certain que dans la chambre, j'étais assis à côté de Chris Neal. Après mon premier camp, l'été, je me suis entraîné à Ottawa. J'ai commencé à m'entraîner avec, il y avait Mark Borowiecki, Chris Neal, Chris Phillip, Corey Cowick. C'est des gars qui étaient déjà dans l'organisation, ça faisait une couple d'années, puis d'autres que ça faisait super longtemps qu'ils étaient avec l'équipe. Fait que ça m'a vraiment aidé, je pense, à m'intégrer dans ce petit groupe-là, qui voit mon éthique de travail, qui voit que, regarde, je suis là pour les bonnes raisons, je suis là pour faire l'équipe. Puis ça, c'est dans les premières années que je jouais pas vraiment. C'est la première année que j'avais pas joué, mais que je suis réussi à connaître des joueurs. Puis je te dirais que Chris Neal m'a vraiment aidé ensuite d'être assis à côté de lui dans la chambre, à prendre confiance en moi, croire en mes habiletés, d'aider l'équipe. Souvent, quand tu arrives, tu es jeune, je jouais pas, j'avais pas le plus grand nombre de minutes, tandis que j'étais habitué dans la Ligue américaine de jouer une 15 ou vingtaine de minutes. Avant ça, le junior, de jouer une vingtaine de minutes. C'est un ajustement quand même mentalement en tant que joueur, puis il m'a beaucoup aidé à vraiment apprendre le 10 minutes que j'avais, mais de faire le meilleur 10 minutes du Jean-Gabriel Pageau que je peux amener. Fait que, c'est des petits conseils comme ça, des fois, que tu penses pas, mais qui vont vraiment loin. La seule chose que j'ai appris de Chris Neal, par exemple, c'est que j'avais pas le droit d'utiliser sa poubelle. On avait une petite poubelle noire entre nous deux. J'ai jamais redemandé si c'était une joke ou pas. Moi, je pense encore que c'est vrai. Mais je lance mon tape dans sa poubelle. Puis il me dit de me regarder. Non. Don't do that. Don't do that. Puis là, il marque sa dent avant, là. Ouais. Ah ouais. Ouais, puis il te regarde, là, puis il fait peur. Là, puis il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il me dit, ça, c'est ma poubelle. Puis il me regarde avec un straight face. Moi, je sais pas s'il niaise ou pas. Je le connais pas encore personnellement super bien. Puis j'ai jamais redemandé, mais la prochaine fois que je vais le revoir, je vais lui demander. La poubelle, j'aime ça. On en a parlé un petit peu au début, là. En 2013, quand vous avez joué contre les Canadiens, que tu as fait tes 3 buts, et que là, la foule s'est mise à chanter. Quel feeling ça t'a fait? Ouais, c'est toujours flatteur d'entendre ça. Je m'attendais zéro à avoir un chant, si tu peux dire, qui est encore aujourd'hui, qui fonctionne encore à New York, les fans. Mais c'est ça. Ça, je partais pour dire, ouais. Ils ont pris le chant, puis c'est quelque chose qui amène, je pense, une belle énergie pour les partisans. Mais pour moi, d'entendre ça, c'est flatteur, puis ça me motive en dedans de moi à vouloir en donner plus, à continuer à travailler. J'entends la crowd qui crie ton nom. En tant que joueur, tu te mets dans la peau d'un joueur, c'est motivant, tu peux en donner encore plus. Fait que c'est vraiment ça, je pense que le plus gros, c'est vraiment que ça m'amène une énergie supplémentaire. Là. Nous autres, on est dans les estrades, on se défonce puis on crie comme des malades, mais sur la glace, est-ce que vous entendez ça ou si ça vous passe vraiment 12 pieds par-dessus la tête? Oui, non, on l'entend. On l'entend. C'est certain que dans tes premiers matchs, tu l'entends complètement. C'est la distraction. À un moment donné, tu réussis, je te dirais, après une dizaine de matchs, tu réussis à rentrer vraiment dans ta zone, puis à te focusser, puis t'entends, mais par moment, tu vas entendre les partisans. Dans les séries, là, tu arrives dans les séries éliminatoires, là, tu entends complètement toute la game, les partisans. Puis je te dirais que c'est le même à chaque année. Là. À chaque début d'année, c'est comme une nouvelle année. C'est un nouveau départ. Tu entends encore les partisans au début. Après ça, tu les entends plus autant parce que tu rentres dans ta zone. Peut-être tu viens habituer un peu aussi. Mais c'est quelque chose qui est assez spécial. Là. Pour parler de moments, puis de crowd, puis de spectateurs, puis d'ambiance, moi, je veux revenir en 2017, la game contre les Rangers de New York, et que tu marques 4 buts, dont le but vainqueur en prolongation. Je veux que tu nous fasses revivre un peu ce que tu as vécu à ce moment-là, parce que nous, pour les fans, c'est un des moments marquants de l'histoire de l'organisation.
Oui, c'est certain que c'est une bonne journée pour moi, ça. Mais non, dans ma tête, quand tu as un match comme ça, ça arrive évidemment pas souvent, mais c'était une des journées que vraiment tout rentrait, tout ce que tu frappes, tout ce que tu fais, on dirait, fonctionne. Durant une année, c'est long, durant une série, c'est dur, c'est long. Tu vas faire des fois des affaires, tu vas prendre 5 lancers au filet, tu vas frapper 5 poteaux, tu vas frapper par malchance. Je veux pas dire que c'est juste la chance, mais il y a de la chance là-dedans aussi. Il y en a qui vont dire c'est ça, que j'étais à la bonne place au bon moment, mais dans ma tête aussi, il faut que tu crées tes chances. J'étais là, je l'ai fait. Le moment, quand t'en scores, dans le fond, j'ai scoré le premier but. Alors, le premier but, après ça, en troisième période, mon deuxième but pour revenir un peu de l'arrière. Là, je me dis, tu regardes le temps, puis là, quand t'en as scoré un, t'en as scoré deux, là, tu regardes le temps, t'es comme, OK, on a encore le temps de revenir en tant qu'équipe. L'équipe a joué vraiment bon match, mais on perdait. Fait que tout le monde est motivé. Il nous reste juste un but à aller chercher. Puis ça aurait pu être n'importe qui. Ça a tombé que c'était moi, mais l'équipe a joué vraiment bien, que ça aurait pu être n'importe qui. Là, on score le tying goal. Je score le tying goal. Il reste pas grand temps. On s'en va en surtemps. Là, j'avais 3 buts. Je m'en vais dans la chambre. C'est ça, c'est 5-5. Première prolongation à passe. Là, tes jambes, ils viennent lourdes. Habituellement, après une game, c'est 60 minutes ou 65 où les shootouts t'as fini. Là, t'es en première sur-temps, pas de but. Tu sais que tu t'en vas en deuxième sur-temps, un autre 20 minutes. Puis, je me rappelle du jeu comme c'était hier. C'était Alex Burrows qui a chip en dehors de la zone. Je prends la rondelle 2 contre 1. Puis là, quand j'avais fait 3 buts, ta confiance est assez haute. C'est un 2 contre 1. Je regarde le jeu encore aujourd'hui. Je pense que j'aurais pu la passer, mais ma confiance était tellement haute que j'ai dit je vais lancer. Puis j'étais quand même confiant avec ce style de lancer-là. Donc, ça a fonctionné. Puis là, le feeling de juste gagner le match en séries éliminatoires à la maison, je pense que ça bat toute l'énergie de juste scorer le 4 buts. Le hockey, c'est un sport d'équipe. On n'en parle pas souvent. Les gars vont regarder les statistiques personnelles de chaque joueur. Quand une équipe va bien, quand une équipe va mal, tu regardes certains joueurs, tu blâmes certains joueurs. Mais c'est un sport d'équipe. T'es 5 sur la glace. Tu as besoin du gars à côté de toi pour avoir du succès. Donc, je suis vraiment reconnaissant juste pour cette journée-là, mais tout au long de ma carrière, pour tout le monde qui m'ont aidé à me rendre puis à vivre ce moment-là, ce soir-là. Dans le vestiaire, après le match, ça devait être complètement... tes coéquipiers devaient être craqués ben raides, là. Ouais. Ben, c'est ça, les coéquipiers, les amis, les partisans. Je pense que la ville à Ottawa vibrait durant cette run-là. Fait que c'est des moments, c'est sûr, qui m'ont resté gravés dans ma mémoire là, très longtemps. Là. Puis pendant ces mêmes séries-là, on a vu le meilleur hockey de Erik Karlsson de sa carrière pendant ces séries-là. On disait qu'il était blessé à une jambe, mais il jouait sans bon sens. Peux-tu nous parler un peu de l'énergie du capitaine des Sénateurs à ce moment-là? Capitaine qui revient d'une déchirure au tendon d'Achille, qui revient dans un temps ridicule, qui tu le vois à chaque jour à l'aréna, qui travaille jour après jour pour revenir, puis là, tu te prépares à rentrer en série, puis que lui, tu le sais qu'il veut revenir, puis jouer avec toi, c'est une motivation d'extra. Regarde, si on se rend là, il va revenir, il va jouer, il va revenir, il va jouer, il revient, puis de la manière qu'il joue, il fait partie justement de l'unité de joueurs qui nous a amenés là. C'est lui qui sortait du lot. Il jouait 30 minutes par match avec une jambe. C'est vraiment, c'est un joueur talentueux, un joueur que je prendrais dans mon équipe n'importe quand. Là. On voulait savoir un peu, sans rentrer dans les détails, parce que j'imagine que tu pourras pas rentrer dans les détails puis expliquer tout ça, comment ça s'est passé. La journée que tu as été échangé aux Islanders de New York, pour nous les fans, ça a été un dur coup. Mais est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette journée-là? Oui. Dans le fond, c'était beaucoup de choses qui se sont passées en peu de temps, je dirais. J'essayais de mon agent, on essayait de renégocier un contrat avec les Sénateurs.
je vais faire ça court. On a essayé de négocier un contrat avec les Sénateurs. On s'est évidemment pas entendu sur un montant, un nombre d'années, sur la sécurité, de non-échange. Il y a plusieurs termes dans un contrat qu'un joueur veut. Où j'étais rendu dans ma carrière, je voulais vraiment de la sécurité pour, avec ma femme, qu'on soit sûr de rester à une place pour un certain nombre d'années. Pas commencer à faire la navette puis à déménager beaucoup. Durant la journée du 24, on s'échangeait encore des nombres d'années, des chiffres, des termes. Ça a fini là à minuit le soir même. J'ai raccroché avec mon agent. J'ai dit, faut que je dorme un peu. J'étais allé vomir, j'étais stressé. Tu sais pas c'est quoi la bonne décision à faire. C'était une grosse décision. Puis le lendemain matin à 9h, sur un appel de Pierre Dorion. Puis j'étais échangé. Écoute, c'était... dans le moment, tu sais pas trop comment réagir. C'est arrivé une fois dans les juniors avec les Olympiques pour aller au Saguenay. Fait que j'avais vécu un peu ça, mais c'est pas encore, c'est tellement d'émotions. Puis t'as deux manières de le prendre. Tu peux le prendre, les Sénateurs me voulaient plus. Ou tu peux voir aussi, les Highlanders me voulaient beaucoup. Puis je l'ai pris évidemment de ce côté-là, de voir justement que directement après notre appel, qui ont appelé mon agent puis qui étaient intéressés à me faire une prolongation de contrat la seconde que j'ai été échangé là, pour une équipe que j'avais pas joué encore, de voir la confiance qu'il y avait en moi. Ça veut dire qu'il m'avait étudié beaucoup dans les dernières années, que j'étais un joueur qui les intéressait beaucoup, de voir la confiance qu'ils m'ont donné dès la première journée, qui m'ont accueilli les bras grands ouverts. Là, je suis vraiment content d'être ici. C'est toujours, mon cœur va toujours rester à Ottawa parce que j'ai de la famille, j'ai des amis là, j'ai eu des belles années, j'ai juste des bons souvenirs puis des bonnes choses à dire sur l'organisation, mais de vivre une expérience différente que j'avais pas planifié en commençant à jouer. C'est quelque chose que je suis vraiment content qu'il arrive. Ça me permet de rencontrer d'autres joueurs, de me faire des nouveaux chums. Ça me permet de passer du temps avec ma femme, de me trouver différents loisirs ici, de vivre ensemble, de bâtir une famille, de focuser à 1,000,000% sur mon hockey. Il y a tellement de bonnes choses que ça apporte. Regarde, je suis reconnaissant pour tout ce qui s'est passé. C'est tellement d'émotions, mais il y a du positif, puis je suis super heureux ici à New York. Là. On était très heureux pour toi de ton nouveau contrat. Là. On était déçus, t'es triste de te voir partir, mais d'un autre côté, on était content que tous ces efforts-là soient récompensés par un directeur général qui a bien voulu te donner le contrat que tu méritais. Moi, Jean-Gabriel, je suis curieux de savoir, côté logistique pour un joueur qui reçoit un appel qui dit, bon, mais Jean-Gabriel, comment ça marche? C'est-tu les Highlanders qui t'envoie un billet d'avion? C'est comme pour que tu sois d'Ottawa jusqu'à New York, comment ça marche? Puis prêt pour le match, mettons? Dans le fond, nous autres, on jouait le lendemain, si je me trompe pas, le lendemain à New York contre les Rangers. Fait que c'est la grosse rivalité ici. Dans le fond, l'équipe m'a appelé. Ils m'ont booké un vol pour New York. J'étais dans ma chambre d'hôtel à Columbus. Je suis tellement parti vite que j'ai oublié des cravates, J'avais une chemise après ça pour comme 4-5 road trips. Là. Fait que les gars, ils ont dû dire, Colin, il change pas ben de cravate puis de chemise, lui, le nouveau joueur. Je te dirais, j'avais environ 2 heures pour pacter, répondre à des appels, tu fais des entrevues. 2 heures après, je partais en Uber, je m'en vais à l'aéroport, je prends mon vol, j'arrive à New York. Dans le fond, c'est toute l'organisation des Highlanders qui ont fait ça, puis c'était tellement facile. Là. Ils m'ont traité comme un roi. Je suis arrivé à l'aéroport, il y avait quelqu'un qui m'attendait là, des Highlanders, pour venir me chercher, qui m'a amené à l'hôtel, puis j'ai couché à Long Island le soir même, puis le lendemain, je jouais mon premier match contre les Rangers. Premier match, tu dis que les joueurs de l'équipe, ils doivent te demander t'es qui, mais en même temps, au premier match, tu as su défendre Michael Dowdle après que Jacob Trouba l'a ramassé. Donc, on a dû juste là bien t'accueillir après d'avoir réagi de la sorte. Tu sais, le petit nouveau là qui va
qui va défendre son nouveau coéquipier. Ouais, c'est certain que c'est quelque chose qui est dur à expliquer. Là, c'est différent, tu es dans un différent environnement. À Ottawa, c'était vraiment rendu une routine. Je connaissais tout le monde. Là, tu arrives dans une nouvelle arena, tu connais tous les noms des joueurs, mais bref, tu connais les noms des trainers, des equipment managers, du staff, puis tu apprennes les systèmes de jeu. Fait que tu penses tellement durant la journée que c'est dur de te concentrer. J'ai eu de la misère à dormir. Habituellement, je fais tout le temps une sieste d'après-midi avant les matchs. Tu essaies de te mettre dans une nouvelle routine que j'ai finalement réussi à faire, mais la première journée, là, c'est tellement stressant. Je me rappelle, j'avais Derek Brassard assis à côté de moi, ce qui m'a beaucoup aidé. Toutes les questions que je posais rapidement à lui par rapport aux joueurs, par rapport au système. Fait qu'il a vraiment été un grand aide pour moi quand je suis arrivé là-bas. Mais l'ensemble de vétérans, les joueurs, et j'avais joué avec beaucoup de joueurs aussi au championnat du monde, donc je connaissais Burley, Barzal, Beauvillier, j'avais rencontré Lee, Pullock, fait que j'en connaissais déjà beaucoup de championnats du monde aussi. Fait que je pense que ça a fait la transition encore plus facile. Ça l'a rendu ça tout plus facile pour moi de m'assimiler dans l'équipe puis dans la chimie de l'équipe. Puis première partie que j'ai joué là, la rivalité, j'ai réussi à faire un but. Ensuite de ça, je fais une passe suicide qui était ma mauvaise passe, que ce soit avec n'importe quelle équipe dans n'importe quelle ville. Si moi je fais une mauvaise passe comme ça, ben c'est à moi de répondre à l'appel. Mon nouveau coéquipier s'est fait frapper, s'est fait geler. C'est à cause de moi. Donc c'est vraiment à moi de j'aurais fait la même affaire pour n'importe qui. Puis je pense que ça l'a vraiment, c'est sûr, aidé à vraiment rentrer dans l'équipe. Je sentais vraiment que tous les joueurs auraient fait la même affaire pour moi si ça serait moi qui aurais eu cette passe-là. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. On a toujours une petite série de questions personnalisées de tout et de rien. Tu réponds comme ça te vient. La première question, Cheese Case à New York ou bien une queue de castor à Ottawa? Queue de castor. Une queue de castor. Un classique sur le canal Rideau. Là. À moins les 30. Mets, à moins 30, ouais. Elle est meilleure quand elle est frette. Les Mets ou bien les Yankees? Yankees. Yankees. Dans l'autre sport, les Giants ou les Jets? Les Jets, ils nous ont accueilli un match cette année. J'ai pas le choix de prendre les Jets. Ton meilleur souvenir de ta jeune carrière en ce moment? Je dirais dans la Ligue nationale, je dirais le repêchage. C'est vraiment le repêchage. Ouais. Ton highlight. Tu préfères avoir la coupe Longueuil ou le Moulette pendant 1 an ou bien être chauve pendant 1 an? Petite mention ici à ta conjointe Camille qui aurait sûrement un mot à dire là-dessus. Je dirais le Moulette. Le Moulette. Yes. Lou Lamoriello va être content. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Il me couperait ça. Ta toune du moment? J'écoute beaucoup de musique classique dernièrement à la maison. Ah ouais, de musique avec classique. une femme enceinte, oui, on écoute de la musique classique pour se détendre. Ouais, j'ai pas de titre. Vous n'avez pas fini d'écouter de la musique classique, je te le dis tout de suite. Tantôt, tu parlais que tu étais un grand fan des Red Wings de Détroit. Maintenant, on veut savoir c'est qui ton idole de jeunesse. Je dirais Daniel Brière. Daniel Brière, OK. Ouais. Bon choix. Bon choix. Et dernière question. Après ta carrière de joueur, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre une année off, juste pour me détendre ou me changer les idées. Vraiment essayer de revivre les moments, toute la dureté que ça a été physiquement puis mental. Ensuite de ça, peut-être des projets avec Camille. On va voir quels projets qui vont s'ouvrir à nous autres. Mais c'est certain que je veux faire de quoi. Ça va peut-être être dans le hockey, pas dans le hockey, dans le real estate. On ne sait pas encore qu'est-ce qui vraiment nous passionne, puisque présentement, mon énergie est à 100% dans ma carrière. Mais c'est certain que les deux, on est des personnes actives. On va se tenir occupés. Donc, tu fermes aucune porte, puis tu te laisses le temps aller, comme on dit. Exactement. Jean-Gabriel, vraiment, merci beaucoup pour ton temps ce soir. On sait que c'est pas toujours évident. Je vais finir en disant ceci. On parlait de la chanson de Pajot tantôt. Je pense qu'il y a 2 joueurs dans toute l'organisation des Sénateurs d'Ottawa qui ont eu 2 chants
Daniel Alfredson et Jean-Gabriel Pajot, puis je pense que c'est tout à ton honneur. On te souhaite une vraiment belle saison, puis on espère te revoir en Outaouais un jour. Super, merci de m'avoir accueilli, puis bonne chance et j'espère que d'autres invités. J'ai hâte d'écouter vos podcasts aussi. Vous faites une super de bonne job, les boys. Hey, merci Jean-Gabriel, c'est très apprécié. Alors, c'est ce qui complète l'épisode de la Brigade. De notre côté, on aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. Et bien sûr, on remercie Pascal Villeneuve au montage. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des scènes seront disponibles sur les ondes du 94,5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Sancartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok et on s'en jase.